bonjour. À la Fabrique écologique, on s'intéresse à la transition écologique au sens large. Donc, on est très concerné aussi par la question de l'artificialisation des sols, mais également par les sols qui peuvent être en état plus ou moins bon, avec une perte de biodiversité. Les sols pour l'agriculture, qui connaissent aujourd'hui certains problèmes, mais dans quel état ils sont, etc. Donc la question des sols, elle est à considérer pour ces différents usages. Puis on se rend compte aussi que les sols, c'est quelque chose dont les gens qui ne sont pas spécialistes ne parlent pas énormément. Et qu'est-ce que c'est un sol ? Et est-ce que tout le monde envisage un sol de la même façon ? C'est quoi la question de la qualité des sols, la santé des sols ? Voilà, donc on va parler de tout ça avec nos intervenants. Venez. Donc voilà, Isabelle Cousin, vas-y Isabelle, qui est directrice de recherche à l'INRAE, une unité info et sol à Orléans, et qui a coordonné des travaux de recherche et un rapport, préserver la qualité des sols, vers un référentiel d'indicateurs. Voilà, on vous donnera les références à la fin. David Ribojad, qui est, installe-toi ici, qui est le développeur porteur d'une offre de renaturation des villes au sein de Vinci Construction qui s'appelle Révilo. Et Benoît Calatayud, professeur à Sciences Po en politique de la Terre. Et alors, vous aurez l'occasion de voir de quoi ça cause tout ça. Je pense qu'on a campé un peu le décor et la façon qu'on a eu de se retrouver, Fabrique écologique et Fabrique de la Cité, sur ce sujet des sols et de la qualité des sols. Et finalement, je pense que pour se lancer, il faut aussi entendre que ce sujet n'est pas un sujet qui nous intéresse seulement nous, c'est aussi un sujet qui intéresse des jeunes chercheurs aujourd'hui. Et notamment, c'est le sujet de Rose. Alors, si tu veux te mettre peut-être même derrière la banque d'accueil, si tu veux être plus tranquille. C'est le sujet de recherche de Rose, qui a entamé une thèse au sein de la chaire Arpenté, qui est une chaire commune à Léonard et à l'Europe des projets architecturaux et urbains, l'EPO, et qui va nous prouver finalement que c'est un sujet fort d'actualité. À toi de jouer, Rose, en 3 minutes ou quelque chose comme ça. Oui, on est à peu près par là. Bonjour à toutes et à tous. Merci Céline pour les présentations. Mon nom est Rose Bombono, je suis architecte et doctorante au sein de la chaire Arpenté, ainsi qu'au sein de l'unité de recherche AECC de l'école d'architecture de Grenoble et de l'université Grenoble-Alpes. J'étais censée avoir une... Oui, les slides. Enfin, je peux le faire sans. Non, pas celle-ci. C'est pas grave. Ok, alors voilà, Rose, sans filet. Pas de problème. Trop facile. Si vous pouvez remonter les slides de début, du coup, pardon. Donc, en cette 3e journée justement du festival Building Beyond, je vous fais une brève présentation qui sera l'introduction vers la table ronde qui va suivre sur les sols et leurs défis de régénération. Bon, j'ai récemment eu la chance de parler lors d'un entretien exploratoire avec une docteure en microbiologie et en agriculture durable, et elle m'a raconté une histoire d'un petit village et de ses 371 habitants, qui est la commune de Saint-Laurent-le-Minier. Cette commune a évolué avec des industries telles que la papeterie et l'industrie minière. On y a extrait des métaux du sol pendant des décennies. Et un jour, tout s'arrête. On recouvre la mine de terre et on oublie. C'est ce qui arrive d'ailleurs assez souvent, jusqu'à ce qu'un jour, un agriculteur veuille s'y installer et faire pousser des légumes, bio qui plus est. Mais ce pauvre monsieur n'a jamais réussi, puisque la terre était trop abîmée. Trop silencieusement polluée finalement. Et cette histoire n'est pas un cas isolé, comme le souligne Christelle Gramalia dans son ouvrage « Habiter la pollution industrielle », ou Soraya Boudia et Nathalie Jas dans « Gouverner un monde toxique ». Donc si je vous dépeins un récit un peu sombre
dès le matin en pensant au sol pollué. On imagine souvent finalement des terrains dégradés sur des friches industrielles avec une vision assez sombre. Pourtant, mon histoire, elle est plutôt différente puisque normalement, je vous aurais montré une belle image, deux images d'ailleurs de l'ADEME qui vous montrent l'élaboration des pratiques de phytostabilisation et de plantes en fait qui refertilisent les sols et qui maintiennent les polluants en place. Et ce sont sur ces points que j'aimerais concentrer ma recherche. Donc en France, on compte à peu près 100 000 hectares de sols pollués, qui est un chiffre probablement sous-estimé. Et si ces sols n'émettent pas de fumée noire, ils n'en sont pas moins dangereux, ils empoisonnent l'eau, freinent la biodiversité, perturbent la vie humaine et non humaine. Donc face à ces défis, des lois proposent d'intégrer ces terrains dans des stratégies de réparation. Pourtant, ces sols ne sont pas prioritaires parce que leur dépollution reste complexe, coûteuse, longue et rarement complète. Donc c'est donc un enjeu majeur d'habitabilité future et tout à fait présente de notre environnement. Donc, est-ce qu'il faut forcément tout nettoyer, tout effacer pour rebâtir? Qu'est-ce qu'on fait de ces terres qui sont parfois trop compliquées à dépolluer? Donc ma recherche propose une autre voie, considérer ces sols abîmés non comme des déchets, mais comme des terrains d'expérimentation collectifs et surtout humains. Donc j'enquête sur des lieux en mutation où l'on essaie parfois à petite échelle de soigner la terre autrement par les plantes, donc par les phytostratégies, par les dispositifs innovants et pédagogiques comme les Living Labs qui sont des laboratoires sur place et aussi par les actions collectives comme les jardins urbains. Donc à travers des terrains situés à Marseille, à Nanterre, à Lyon ou ailleurs, j'explore comment des habitants, des chercheurs, des collectivités, des paysagistes ou des jardiniers redonnent du sens de la vie et de l'usage à ces sols blessés. Donc ce sont des territoires vulnérables qui demandent du soin et surtout une manière de penser la ville autrement, plus lente, plus contextuelle, plus réversible. Donc l'objectif final sera de proposer finalement un cadre de pensée renouvelé sur les sols pollués et sur les multiples stratégies finalement qu'il est possible d'incuber à court et à long terme, envisagées comme une sorte de biodiversité d'idées et d'approches nécessaires pour repenser la renaturation. Je vous remercie. Merci Rose. Est-ce que ça vous inspire une réflexion toute initiale avant qu'on échange sur vos approches respectives? Oui, non? Ça nous sert de lanceur en fait, parce qu'il y a un peu de tout ce dont on va parler maintenant. Mais je pense qu'ayant fait le parcours d'une totale non-initiée en quelques mois à maintenant quelqu'un d'un un peu mieux informé de ce qu'est le sol, je me disais qu'à l'époque, j'aurais bien aimé ces 10 minutes que vous allez nous offrir, 10-15 minutes que vous allez nous offrir maintenant, Isabelle, mais au fond, de quoi parle-t-on quand on parle de sol? Avant de parler de sol pollué, ruraux ou urbains, qu'est-ce que c'est qu'un sol? Est-ce que vous pouvez, back to basics, nous remettre un peu les pieds sur le sol, s'il vous plaît? Micro à droite, à gauche, et je clique là. Hop. Bon, slide, voilà. Ah non, faut revenir là, c'est pas le début. Celle d'avant. Voilà. Ah, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, quelques minutes pour vous parler du sol, ce que nous avons sous nos pieds et que vous connaissez peut-être comme un milieu qui finalement est qualifié parfois de semi-vivant. Pourquoi on parle de semi-vivant? Bien, vous avez ce petit dessin sur votre droite qui vous montre que un sol, eh bien, c'est de la matière minérale, puisque ça vient des roches, de l'eau, de l'air qui prennent place dans la porosité du sol. Tous ces éléments constituent la partie minérale du sol, mais le sol, c'est aussi un espace de vie. Ça contient de la matière organique, vivante et morte. Ça contient les racines des végétaux. Ça contient des animaux, des micro-organismes. Quand on tient une poignée de terre, comme celle que vous avez en photo, eh bien, dans cette poignée de terre, vous avez 10 000 protozoaires, 10 000 nématodes, ces petits vers. Vous avez 1000 milliards de bactéries. Et vous avez aussi 25 km de champignons.
Une autre façon de dire les choses, c'est que dans une petite cuillère, eh bien, une petite cuillère de sol que vous prenez à la surface du sol, vous allez avoir plus d'êtres vivants que d'êtres humains sur Terre. Ça vous montre à la fois cet espace que l'on a l'impression d'être constitué que de grains, eh bien, ça vous montre que c'est à la fois un espace vivant et un espace minéral. Et le sol, c'est très divers. Donc, la photo en haut à gauche, eh bien, c'est une photo d'un champ agricole. On imagine bien la vie qui se développe sur cette structure minérale. Mais finalement, en bas, à droite, vous avez cette photo étrange et assez fascinante d'une plante qui pousse là dans un basalte. Et on est à la limite de ce qu'on va considérer comme une roche, parce qu'elle est juste très dure, pas du tout minérale, mais un petit peu déjà du sol, puisque de la vie s'y développe. Alors, ce sol, merci, il est organisé souvent sous nos pieds en couches subhorizontales, que d'ailleurs, avec une relative raison, les pédologues, donc les gens qui caractérisent les sols, appellent des horizons. Alors là, il y a un sol qui a été mis à l'envers, je ne sais pourquoi. La photo du milieu a été inversée, mais ce n'est pas grave. Vous voyez cette structuration subhorizontale que vous voyez séparée par différentes couleurs, et puis on le voit bien par une impression d'une nature, d'une texture, d'un toucher qui va être différent. Alors, bien sûr, le sol s'organise de façon subhorizontale assez naturellement parce que finalement, il est le lieu des échanges entre l'atmosphère et la roche, et que bien sûr, ces échanges étant assez franchement verticaux, parce que la pluie tombe du ciel, et puis aussi parce qu'il y a la gravité, bien sûr, eh bien, il se structure de façon orthogonale à cet axe principal d'apport d'eau. Et ce sol, eh bien, horizontal, il est particulièrement variable dans le paysage. Vous avez ici sur la gauche une mosaïque de ce qu'on appelle des profils de sol. Donc un profil de sol, eh bien, c'est un trou que l'on fait dans le sol pour regarder comment il est organisé. Vous voyez, vous reconnaissez sur certains cette structure subhorizontale, sur d'autres c'est moins évident. Vous en voyez la diversité de couleurs, donc vous en imaginez, vous en devinez la diversité de nature. Vous en voyez des traits homogènes, vous en voyez des traits caillouteux, et le sol, c'est toute cette diversité. Et quand on regarde une carte des sols de France, je vous ai mis au milieu la carte des sols à l'échelle du 250 millième que vous pouvez télécharger en accès libre sur le géoportail. Eh bien, vous voyez cette organisation dans l'espace. Ça n'est pas n'importe quoi au hasard, les sols. Et si on compare avec la petite carte en haut à droite de la géologie, vous retrouvez des grands ensembles. Vous retrouvez par exemple l'est du bassin parisien, vous retrouvez le Massif central, vous retrouvez la Bretagne. Mais ça ne se superpose pas exclusivement à la géologie, puisque les sols sont fortement sous l'influence du climat. Et quand vous regardez cette carte du climat, la carte de Joly que vous avez en bas, vous voyez comment c'est la conjonction à grande échelle de la géologie et du climat qui fait le sol. Mais bien sûr, localement, c'est plus que ça, car ce qui fait le sol, c'est bien sûr ce qu'on y met dessus, et ce qu'on y met notamment en matière de végétal. Donc des sols agricoles, des sols forestiers vont être différents par essence, puisque si on les a mis là et pas ailleurs, c'est qu'il y avait en général de bonnes raisons, mais aussi parce que le fonctionnement qui est généré par cette activité naturelle crée des différenciations notables. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ces sols sont donc très variables dans le paysage, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de prendre conscience que ces sols remplissent de nombreuses fonctions. Alors, on a l'habitude de classer les fonctions en deux catégories, les fonctions non écologiques et les fonctions écologiques. Les fonctions non écologiques, vous les connaissez très bien, ce sont les fonctions notamment de support. Et ça va être le support de l'ensemble des infrastructures humaines. Et le sol, c'est aussi un lieu d'héritage, c'est un lieu d'archivage d'artefacts archéologiques. Ça, ce sont les fonctions non écologiques du sol. Mais le sol remplit également de nombreuses fonctions écologiques que nous avons classées ici en 6 catégories. Donc cette organisation en 6 fonctions, elle provient d'une étude qui vous a été mentionnée en introduction. J'ai eu la chance de coordonner une étude nationale qui a rassemblé 19 experts de toutes disciplines, où nous avons été interrogés sur l'évaluation de la
qualité des sols, et je vous expliquerai après, pour qualifier la qualité, il faut s'intéresser aux fonctions. Donc les sols, ils remplissent globalement 6 grandes fonctions qui vous sont dessinées ici. La première, c'est que, enfin l'une d'elles plutôt, je ne devrais pas dire la première, il n'y a pas de hiérarchie entre ces fonctions. Ça régule l'eau, puisque c'est le lieu de passage entre l'atmosphère, l'hydrosphère, les roches. Ça régule les contaminants. Quand un sol est pollué, nous allons en parler par la suite, une partie peut être retenue dans le sol ou dégradée. Ça stocke le carbone. Vous avez sûrement entendu parler de cette fameuse initiative 4 pour 1000 qui a été initiée à la COP 21 par le ministre Stéphane Le Foll, qui montre que si on stocke suffisamment annuellement de carbone dans les sols, on pourrait, mais c'est très théorique, on pourrait équilibrer les émissions de gaz à effet de serre et donc réguler le changement climatique. Le sol, ça fournit des nutriments, puisque les plantes, elles poussent dans le sol. Alors bien sûr, quand on pense à l'agriculture, on pense à la fertilisation, mais pas uniquement. Le sol fournit lui-même des éléments nutritifs. Les forêts ne sont pas fertilisées, pourtant la production végétale y est importante. Le sol supporte la biodiversité, je vous ai montré en introduction toute cette vie qui vivait dans le sol. Et puis le sol a aussi une fonction qui est de s'entretenir lui-même. Pour que tout ça fonctionne bien, il faut que le sol reste un espace poreux et entretienne cette fameuse structure. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc, quand on s'intéresse aux fonctions du sol, eh bien, qu'est-ce que c'est finalement une fonction? C'est très simple, c'est ce que fait le sol. Et donc, une fonction écologique du sol, c'est ce que fait le sol. Et dès qu'on parle de fonction écologique, eh bien, on se rattache assez rapidement au concept de qualité du sol, puisque la qualité du sol, c'est la capacité des sols à assurer des fonctions. Mais la qualité, c'est aussi juste ce qu'on est. C'est ce que vous êtes, vous, la qualité. Votre qualité, c'est d'écouter cet exposé. Votre fonction, votre qualité, c'est d'être assis là. Votre fonction, c'est d'écouter l'exposé. Et puis, quand on s'intéresse à la qualité du sol, on s'intéresse aussi plus récemment à la santé. Vous avez entendu parler de la santé dans toutes ses dimensions. La santé, une seule santé, le One Health, qui intègre la santé environnementale, eh bien, elle intègre bien sûr la santé du sol. Et donc, définir la santé du sol, c'est définir ce qui est bien par rapport à la qualité du sol. Je pense que l'heure tourne, on va passer. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vous épargne ces affaires de valeur seuil cible. Pour vous dire que pour qualifier la qualité du sol ou la santé du sol, eh bien, nous avons besoin d'indicateurs. Alors, des indicateurs, on ne va pas les lire là tous, bien sûr, ce n'est pas le propos, mais c'est une liste, ce tableau, de façon horizontale, vous avez une liste de caractéristiques du sol, et puis vous avez en colonne sur la droite les différentes fonctions que je vous ai mentionnées préalablement, et à chaque indicateur, qui peut être physique, chimique ou biologique, eh bien, on réfère la fonction qu'il permet de qualifier. Donc avec cette liste, eh bien, si vous êtes amené à qualifier des fonctions écologiques du sol, vous pouvez aller piocher dans cette liste et qualifier le niveau de qualité de santé de votre sol. Pour finir, s'il vous plaît, dernière diapositive. Je vous ai parlé des fonctions écologiques et des fonctions non écologiques. Peut-être pour vous, le sol, jusqu'à présent, c'était un support. Ce que vous voyez en bas à gauche, donc ces deux illustrations issues des travaux du CEREMA montrent en bas à droite, que le sol c'est un support, on le voit en 2D, mais en réalité le sol c'est une ressource qui se développe en 3 dimensions avec des variations dans la profondeur, ce que j'ai qualifié par les horizons de sol, et puis cette infographie plutôt en haut vous montre l'ensemble des fonctions écologiques qui s'exprime dans les villes. Certes, le sol supporte le paysage, mais il permet l'infiltration de l'eau, le stockage de carbone, la production primaire. Il accueille la biodiversité dans le cadre de jardins, d'exploitations maraîchères et des parcs urbains. Je vous remercie de votre attention. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Alors, tu dois aussi avoir un micro de l'autre côté, David. Vous avez chacun le vôtre, c'est super. Avant de laisser la parole ensuite à Mathilde pour l'animation, maintenant, au fond, j'aimerais bien qu'on entende 2 cas de figure
qui sont les deux cas de figure que portent à la fois David et Benoît, qui sont deux entrées dans le problème vraiment concrètes. David, si tu t'es emparé de la zapette, ou si tu vois, c'est assez magique, il suffit de dire slide suivante. Peux-tu nous dire depuis où, toi, tu dois t'intéresser au sol et qu'est-ce que ça change finalement dans ton métier ? Alors, bonjour. Ok, ça marche. Alors, moi, je travaille chez Vinci Construction, division route, donc anciennement Eurovia. Donc Vinci Construction, division route, fait des routes. Donc, activité principalement routière, aménagement urbain, en gros, c'est les sols urbains. Donc, quand Isabelle disait que le sol était semi-vivant, on se situait historiquement dans le côté semi plus que vivant, puisqu'on était très minéraux dans notre approche, très proche du caillou. Et puis, depuis quelques années, on travaille à réfléchir la nature en ville pour un certain nombre de raisons que vous connaissez déjà un peu tous en substance, mais qu'on va revoir ensemble. Et donc, on a développé une offre qui s'appelle Revilo et qui a pour deux objectifs, on va dire, rafraîchir la ville et puis lutter contre le risque d'inondation, notamment, et la gestion des eaux pluviales. Quand on a commencé dans cette voie, on a identifié évidemment le sol comme une clé importante. Si ça vous convient, je vous fais juste un petit historique de notre cheminement, de notre réflexion. On a un contexte de changement climatique que vous connaissez tous, qui se télescope sur un phénomène plus spécifique en ville d'îlots de chaleur urbains. Alors pour la faire courte, je ne sais pas à quel point vous êtes familier de ces sujets, mais voilà, c'est le principe que les matières minérales qui constituent la ville vont stocker la chaleur en journée et vont la restituer la nuit. Ce qui fait que normalement on a chaud le jour et frais la nuit, et donc les organismes peuvent se reposer même quand il fait chaud. Et ben là on a chaud le jour et chaud la nuit. Donc quand on se retrouve dans des situations où on a des vagues de chaleur de plusieurs jours ou semaines, comme il est prévu qu'il en arrive de plus en plus, on a des vrais problèmes de confort thermique, voire des problèmes sanitaires pour les personnes les plus vulnérables physiquement, mais aussi presque socio-économiquement, puisque quand on habite dans des passoires thermiques, il y a un problème l'hiver, il y a un problème l'été également. Donc c'est un vrai enjeu majeur. Là, je vous ai mis un graphique issu de l'outil Climadiag. En gros, c'est Météo France qui a développé un outil. Vous notez le nom d'une commune et puis il vous donne sa situation à 2050 ou 2100, un petit rapport type qui est assez intéressant parce qu'il y a quelques points clés. Ça permet de mettre les choses en perspective. Là, j'ai pris la ville de Baillargues dans l'Hérault. Honnêtement, je l'ai fait récemment sur Massy. C'est les mêmes tendances, juste un peu plus lissées pour les données qui vont venir juste après. Donc on a ce phénomène d'augmentation des températures, d'îlots de chaleur, et puis à ça s'ajoute en fin de compte cet élément un peu contre-intuitif, mais donc pareil, on commence à se familiariser avec, c'est-à-dire que la pluviométrie ne va pas forcément baisser en volume sur une année, mais va pouvoir parfois augmenter. Donc il va y avoir un vrai enjeu, alors augmenter, peut-être de manière plus disparate, plus brutale. Enfin voilà, il va y avoir un enjeu de gestion des pluies important. Et quand on ajoute à ça le phénomène d'artificialisation des sols qu'on connaît dans nos villes, mais aussi le phénomène de sol sec suite aux vagues de chaleur, on a des incapacités pour le sol d'infiltrer l'eau et on a des risques d'inondation par ruissellement importants. Donc la ville va faire face à pas mal de problèmes avec les enjeux avec le changement climatique, notamment l'îlot de chaleur urbain et les inondations par ruissellement. Pour faire face à ça, les villes ont bien compris que la nature en ville pouvait jouer un rôle important. Il y a des programmes de désimperméabilisation des sols soutenus par l'Agence de l'eau également qui sont engagés assez importants. Donc là, je vous ai mis une liste qui pourrait être... on pourrait trouver d'autres exemples de plans de végétalisation. Moi, il y en a un que j'aime... il y a des grands parcs, il y a des programmes de désimperméabilisation, Nice ou Lyon qui s'engagent dans la logique de ville perméable. Donc vraiment, c'est désimperméabiliser au maximum ces sols pour infiltrer l'eau au plus près de là où elle tombe et pour désaturer les réseaux qui n'ont pas été dimensionnés pour des pluies importantes et les pluies importantes qui vont venir et qui sont déjà réseaux en souffrance et souvent saturés. Je vous la fais courte. Mais ce que je trouve intéressant de noter, moi ça m'a toujours marqué, c'est Paris. Paris, parce que Paris, pour faire face à son climat de 2050, a besoin de 300 hectares de végétalisation en plus, intramuros. Donc si on connaît, pour ceux qui connaissent un peu Paris, ces 300 hectares ne sont peut-être pas disponibles en termes de foncier.
Donc ce qu'il va falloir faire, c'est l'hybridation des lieux. C'est-à-dire qu'on a fait de la cour d'école, on a fait une cour d'école Oasis. Donc depuis 2018, nos cours d'école deviennent des cours d'école Oasis, aussi bien pour les enfants la journée que peut-être pour la population et les habitants le week-end quand ce sera nécessaire. Et puis maintenant, la réflexion, ça va être de multiplier ces petits espaces et l'hybridation, par exemple, de rues. C'est les fameuses 500 rues qui vont être végétalisées prochainement. Je ne reviendrai pas sur les conditions du vote pour accepter ou pas ces 500 rues végétalisées, mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a des rues qui seront des rues aux écoles ou autres qui vont être gérées en termes de mobilité différemment et qui seront végétalisées. Et ça, c'est intéressant pour imaginer de comment les villes et les métropoles vont pouvoir trouver le foncier utile à leur adaptation. Donc nous, je reviens dans l'histoire à Eurovia. Quand on est Eurovia ou Vinci Construction, division route, on se rend compte que les points d'action sont à la fois les grands parcs, ça il y a déjà des gens qui travaillent dessus de ça, mais les aménagements vraiment de proximité, presque les aménagements d'entretien de nos villes, mais d'entretien à visée adaptative. En tout cas, ces aménagements d'entretien peuvent être vus à visée adaptative. Donc voilà, ça va être les tramways, les rues végétalisées, les parkings également. Et l'idée, c'est de multiplier l'îlot de fraîcheur et les ouvrages de gestion des eaux pluviales à la parcelle. Pareil, quand on est Vinci Construction, division route, on se pose la question de nos métiers traditionnels. Nos métiers traditionnels, finalement, on pensait en silo et on se questionnait peu en termes de système et on pensait peu en termes de nature. Finalement, la nature, c'était le parent pauvre, c'était l'arbre qu'on venait planter à la fin. Le petit coup de verre, petit coup de peinture verte en sortant. Et maintenant, ça devient la pierre angulaire, on va dire, peut-être de l'aménagement de demain. Donc, notre raisonnement, ça a été de partir du principe de solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire qu'on doit travailler à intégrer au mieux la nature en ville pour que l'arbre puisse pousser, créer de jolis houppiers bien larges et donc créer de l'ombrage et évapotranspirer en été. Pour ça, plutôt que de gérer les eaux pluviales comme on le faisait, tiens, c'est un déchet qu'il faut évacuer au plus vite, qu'on collecte et qu'on évacue en 48 heures à la mer via les réseaux que je vous disais souvent en souffrance, et on va réfléchir à comment utiliser, réutiliser, tamponner cette eau pluviale sur notre territoire pour qu'elle serve de ressource, notamment à cette strate végétale qu'on voit. Et nous qui voyons, après vous voyez le troisième icône grise, c'est les revêtements perméables, donc c'est l'enrobé que vous voyez dans la rue, quoi, donc, ou autre, tout type de revêtement de sol technique. Donc perméable et plus ou moins clair, ça peut jouer sur l'îlot de chaleur ou l'îlot de fraîcheur urbain, comme on veut l'appeler. Mais pour nous, c'était l'alpha et l'oméga. Maintenant, on a compris que ce revêtement, c'est un moyen dans un plan plus global, penser de manière systémique, voire écosystémique, pour exagérer un peu le trait, d'aménagement. Et enfin, les sols. C'est bien beau de vouloir planter beaucoup, mais il va falloir de la terre. Jusque-là, la terre qu'on utilisait pour planter, c'était une terre issue du décapage et de l'artificialisation des sols environnants, agricoles ou autres, qu'on importait au cœur des villes pour végétaliser. Ça se faisait, on pensait de manière linéaire, comme on a pensé beaucoup de choses dans le monde jusque-là, et maintenant on se pose la question de penser les choses de manière plus circulaire. Donc pour toutes les raisons qu'Isabelle a évoquées, le sol, on s'est bien rendu compte que c'était un pilier essentiel de la politique de végétalisation des villes. Pour les raisons écosystémiques, gestion de l'eau notamment, en tout cas de notre point de vue, et croissance du végétal. Et puis on a constaté que beaucoup de collectivités commençaient à se poser la question. Donc Lyon, par exemple, travaille à une recircularisation, c'est-à-dire qu'au lieu d'importer cette terre issue du décapage des champs, par exemple, pour la faire basique, on va utiliser les terres inertes issues des travaux qu'on va essayer de refonctionnaliser. Donc il y a plusieurs méthodes existantes pour ça. Il y a des recherches qui avancent aussi sur le sujet. Et là, on voit Lyon qui, dans le cadre d'un aménagement où il y avait assez de place et de temps dans le projet pour créer des systèmes d'andins, à refonctionnaliser des sols sur site travaux, c'est-à-dire que ça évite des transports de matériaux inutiles et revalorise des matériaux qui n'avaient pas de valeur sur place en les mélangeant, en les entretenant d'une certaine manière et en les activant pour que demain, cet même aménagement puisse être végétalisé à moindre impact environnemental et économique. Et pareil, je vous ai mis un autre exemple en dessous, mais il y a la ville de Nantes, il y a Lille, il y a beaucoup de villes désormais qui s'interrogent sur ces questions-là. Et en dessous, c'est l'exemple de Marseille, Euroméditerranée, que Rose va visiter prochainement a priori. Mais voilà, en gros à Marseille, je suis en retard ou j'ai 2 minutes ?
Je vous la fais rapide. Mais en gros, à Marseille, il y a un grand parc qui s'appelle le parc des Égalades qui va être créé pour faire une jonction entre le centre-ville et les quartiers nord, grosso modo. C'est des anciennes friches SNCF, donc ça crée une sorte de ségrégation géographique. Donc l'idée, c'est de rendre ce lieu plus agréable, plus vivable et de revaloriser, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Par contre, il va falloir un parc de 16 hectares. Il va falloir une quantité de terre assez énorme, fertile, pour recréer ce parc qui va faire la jonction, alors qu'actuellement, on a plutôt des terres polluées. Donc il va falloir importer ou générer 160 000 mètres cubes. Alors ça ne vous parle peut-être pas, mais en tout cas, c'est des proportions assez importantes de terres fertiles sur ce site. Donc c'est quelque chose qui va mobiliser des acteurs de toute la région autour de Marseille pour répondre à ce besoin en logique d'économie circulaire. Voilà. Et voilà, juste pour dire que ce qui est compliqué quand on s'aventure dans ces sujets-là, c'est que c'est du cas par cas quelque part, puisqu'à chaque fois on part de terres inertes qui ont des caractéristiques spécifiques et locales. Si on veut les réamender, c'est avec des matières organiques notamment qui doivent répondre à une logique de sourcing local de proximité pour justement avoir une logique d'économie circulaire et de rester en circuit court avec des fonctionnalités précises. Ce qu'il faut juste souligner, c'est qu'en effet, c'est très difficile de reconstruire un sol tel que la nature l'a merveilleusement fait en des milliers d'années. En revanche, ce qu'on peut espérer faire dans les villes, ce qu'on essaye de faire, il y a beaucoup d'acteurs qui s'y mettent, c'est de viser certaines fonctionnalités précises et d'essayer d'atteindre des optimums dans ces domaines-là, tels que la croissance du végétal et la gestion des eaux, de l'eau, la gestion de l'eau. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci David. Donc on a compris que toi, il y a quand même 2 fonctions qui t'intéressent sur les 6 plus particulièrement. Et par ailleurs, on a compris aussi que ça t'oblige à devenir aussi un expert des sols ou à te rapprocher de la science des sols. On va y revenir, je pense. Et donc, deuxième entrée sur le sujet, un peu différente, mais néanmoins très urbaine et citadine aussi. J'aimerais, Benoît, que tu nous parles, toi, de ceux qui t'amènent aussi à finalement avoir des questions à poser aux spécialistes des sols. Si tu veux bien nous présenter. Toi, tu parles de sols pollués, donc d'emblée, c'est mal parti. Voilà, exactement. Donc d'emblée, c'est mal parti, comme d'ailleurs beaucoup de sujets dans l'écologie. Donc moi je vais vous parler de sites et sols pollués aujourd'hui et de la façon dont on les traite, à commencer d'ailleurs par un état des lieux, puisque la prise de conscience sur les sites et sols pollués en France est assez récente en réalité. On l'a dit en introduction, globalement les sols sont de mauvaise qualité, c'est peut-être le premier point à retenir, compte tenu notamment d'un héritage industrielle assez lourd et une mesure de l'ampleur du problème qui est récente. Donc, quelques chiffres. En France, on a à peu près 170 000 hectares de friches industrielles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire friche industrielle ? Là aussi, la définition est assez récente puisqu'elle date de la loi climat-résilience de 2021. Jusqu'alors, on avait un flou juridique sur le sujet, mais on en a moins puisque dans le code de l'urbanisme, c'est bien indiqué, c'est tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Donc la notion est posée et intégrée dans un code. On en a 2700 friches en Île-de-France. Moi, je vais vous parler en fait beaucoup d'Île-de-France en l'occurrence. Et on a par ailleurs en Île-de-France 1500 sites qui sont potentiellement pollués. Donc là, on ne parle pas de friches, mais de sites et sols en particulier. Et ça, je me fonde sur la base de données Basol, donc la base de données des sites et sols pollués, chiffre de 2025. Par ailleurs, toujours dans des éléments de contexte, on a beaucoup de sols, pour reprendre ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure, qui sont dits orphelins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire orphelin ? C'est que leur propriétaire est difficile à identifier. C'est en particulier les anciens sites miniers qui sont présents en France et qui ont souvent peu de propriétaires évidents et dont l'État récupère la gestion et qui doivent être dépollués. Je termine ces éléments de contexte en disant effectivement que l'héritage industriel est lourd. Comme vous le savez, il y a eu une très grosse vague de désindustrialisation en France depuis les années 80,
laissant des sols et des sites de mauvaise qualité qui sont perçus comme un problème, mais qui ont un regain d'intérêt aujourd'hui. Donc il y a un motif à agir, en particulier en Île-de-France, puisque 80% des sites, des friches industrielles dont je vous ai parlé, disposent d'un projet de reconversion. Donc ce motif à agir, il est principalement dû évidemment au coût du foncier en Île-de-France. Alors deuxième partie de mon intervention sur justement comment on gère ces sites et sols pollués. Donc j'ai dit la caractérisation, elle est assez récente en France, et je crois que la loi climat-résilience, encore une fois, a posé un jalon important. Cette caractérisation des sites et sols pollués est récente puisqu'elle date du décret Barnier de 1993, qui marque une étape fondatrice sur le sujet en définissant la base de gestion des sites et sols pollués. Donc c'est ce qui a initié finalement l'inventaire des sites et la nécessité d'une remise en l'état pour certains usages. Donc vraiment jalon majeur, puisqu'avant, on avait une visibilité très très faible sur le sujet, qui s'est renforcée depuis, mais qui n'est toujours pas au niveau, comme je vais le dire juste après. En France, et c'est un point très important à retenir, je dirais la gestion de la dépollution des sites et sols pollués est guidée par l'usage futur du site. Donc c'est plutôt je dirais une vision économique court-termiste de la dépollution, et c'est surtout en fonction de l'usage qui peut être différent, comme on l'a vu précédemment avec Isabelle. Ça, c'est vraiment une spécificité française qui n'est pas présente dans les autres États membres européens, en particulier aux Pays-Bas, où des seuils limites sont fixés par polluant, par exemple pour l'arsenic, où quand le seuil est dépassé, on dépollue, et si le seuil n'est pas dépassé, on ne dépollue pas. En France, c'est nettement plus complexe, puisque c'est en fonction de l'usage et des polluants associés. Alors ça s'explique, en tout cas par les professionnels, de manière assez claire, au regard notamment de ce qu'a présenté Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire l'hétérogénéité des sites et surtout des sols en France, et c'est beaucoup moins le cas, notamment aux Pays-Bas. Du coup, si on appliquait un site, en tout cas c'est l'argument et c'est pour discussion après, mentionné par les professionnels, si on appliquait un seuil unique qui serait d'ailleurs très compréhensible par la population en France, ça conduirait à dépolluer des sols de manière uniforme et parfois pas forcément en fonction de l'usage. Donc avec des coûts parfois importants sans forcément pertinence économique. Alors, en termes de perspective, il y a un enjeu, effectivement, comme le disait Isabelle, de caractériser la santé et la qualité des sols, évidemment en allant au-delà de l'usage, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Pour ça, et c'est aussi pour discussion, on pourrait créer un indice d'évaluation de la restauration adapté aux sites pollués, en s'inspirant notamment de ce qui a été fait par l'INRAE, je dirais en sortant vraiment de l'approche par l'usage, et en sortant finalement de la logique économique court-termiste. Le réglementaire et le législatif ont un rôle majeur à jouer. Comme je l'ai dit, la loi climat-résilience a posé des jalons. Le projet de loi récent, la loi Trace, est revenu sur les objectifs ZAN en réduisant les obligations pour les industriels, donc ce qui va évidemment pas dans le bon sens, mais néanmoins le législatif et le réglementaire ont un rôle absolument clé à jouer. Et peut-être pour terminer et laisser la discussion se poursuivre, et notamment, on serait évidemment ravis d'échanger avec la salle sur ces points. Il y a des exemples assez concrets qui ont été menés pour finalement le vivre avec ces sites et sols pollués en sortant de la logique de l'usage et en allant plus loin, notamment en intégrant dans les modèles économiques les bénéfices du sol et les logiques écosystémiques. Il y a un exemple à l'Évelenois de Terzéo qui illustre une démarche qui va au-delà de la simple conformité à un usage futur en intégrant la renaturation et la biodiversité. Donc il y a quand même quelques problèmes restants, et je terminerai là quand même, parce que le sujet est en émergence sur la gestion des sites pollués avec de nouvelles façons de faire, notamment du génie écologique, on pourra y revenir. Il y a en premier lieu une difficulté de communication et de collaboration entre les acteurs, d'abord pour se mettre d'accord sur un état des lieux défini. Il y a tout un tas de bases de données qui existent, je l'ai dit, Basol, Cassias, etc. On pourra y revenir.
Deuxième sujet, il n'y a pas de lexique commun et des guides à la décision qui intègrent de manière claire la spécificité de l'approche française, de manière harmonisée sur l'ensemble des polluants, l'ensemble des sites, etc. Et puis, il y a une vraie nécessité à renforcer, et c'est le dernier point, les exigences réglementaires, notamment en matière de contrôle a posteriori de la pollution, ce qui n'est pas obligatoire aujourd'hui, et de renforcer les obligations méthodologiques au niveau national, pour reprendre finalement le décret Barnier, en tenant compte évidemment de l'objectif de restauration écologique au-delà de l'usage. Voilà quelques points de discussion pour la suite. Merci beaucoup à tous les deux pour ces cas concrets qui nous montrent que, en fait, selon là d'où on se place, on va avoir des attentes différentes par rapport au sol et du coup des exigences différentes et des projets différents. Donc du coup, je vais redonner la parole à Isabelle parce que là, finalement, on s'aperçoit que est-ce qu'il faut une approche plus basée sur qu'est-ce qu'on veut en faire de ce sol ? Est-ce qu'il faut avoir une exigence de qualité pour tout sol, quel que soit son usage, ou est-ce qu'il faut aller vers une approche territorialisée, sol urbain, sol ruraux, mais il y a aussi des jardins en ville et des espaces artificialisés en espace rural. Donc peut-être Isabelle, vous pouvez compléter avec ces aspects usage, voir ce que ça vous inspire. Alors ce que ça m'inspire, c'est que ce qui me semble important, c'est d'avoir des valeurs d'indicateurs qui puissent être différentes selon les usages, mais par contre d'avoir des indicateurs homogènes. Quand on s'intéresse à la qualité du sol ou à la santé du sol, je vous ai proposé un panorama, on verra ensuite qu'on peut faire différent, voire mieux, un listing de certains indicateurs. Ces indicateurs, on a toujours intérêt à les mesurer quel que soit l'usage. Par contre, en fonction de l'usage, il va y avoir des valeurs de référence qui sont des valeurs, des valeurs normatives de ces indicateurs sur les usages qui sont spécifiques. Avoir une certaine homogénéité des indicateurs, c'est ce qui permet justement de qualifier les transitions. Et donc, qu'on s'adresse à un sol urbain, à un sol agricole, à un sol forestier, et dans les sols urbains, à un sol de jardin, à un sol de parc, on a tout à fait intérêt à avoir des valeurs, des métriques, des indicateurs et des métriques convergentes. Voilà ce que ça m'inspire, cette question d'indicateurs. Je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais donc Benoît l'a cité, les sols, on l'a un peu oublié, sont très très dégradés. L'Union européenne considère que 61% des sols en Europe sont dégradés, mais l'Europe se dote aussi d'une vision et d'une politique ambitieuse qui serait d'avoir en 2050 100% de sols sains, 100% de sols en bonne santé. Et pour mettre en œuvre cette transition de la dégradation vers la santé, l'Europe travaille actuellement à une directive cadre, la Soil Monitoring and Resilience Law, qui a été, dont le texte est parvenu à un accord très récemment au trilogue et qui, bien sûr, maintenant doit passer par les étapes de validation. Mais c'est quand même un signal très, très positif d'une harmonisation, de proposition d'un jeu d'indicateurs au niveau européen. Donc, il y a accord sur... Il n'y a pas toujours accord, mais il y a vers un accord sur les indicateurs. Par contre, les valeurs qui vont définir si, par exemple, le sol est pollué ou pas, un certain nombre d'indicateurs ont des valeurs dites seuil qui sont fixées au niveau européen, et puis d'autres valeurs, et en particulier la situation de la contamination, qui va être laissée à l'appréciation des États membres en fonction de leur législation nationale. Mais mon intervention, c'est pour dire qu'on a quand même un signal très positif en faveur de la protection de la qualité des sols et de la renaturation. Et puis peut-être un commentaire, si j'ai le temps, sur l'intervention précédente de David. Finalement, là où on a de la chance, c'est que gérer les inondations, gérer les flux de chaleur, quelque part, ça pourrait être une forme de même solution. C'est-à-dire que l'association d'un sol perméable et d'un végétal dessus va être à la fois bénéfique à la limitation des îlots de chaleur, mais va être bien sûr fondamentalement bénéfique à l'infiltration des sols et à la limitation de l'imperméabilisation. Donc, on a tout à fait intérêt à aller vers ces propositions de revégétalisation de la ville et de la revégétalisation dans le sol. C'est-à-dire que c'est vrai que les oliviers en pot, c'est joli,
Mais quelque part, et c'est tout à fait important d'en avoir, parce que l'aménité des paysages, c'est tout à fait bon pour la santé mentale des citadins, c'est indéniable. Mais cependant, avoir du végétal qui pousse dans le sol, ça a aussi ses fonctions écologiques complémentaires qu'on se doit de rechercher. Moi, j'avais une question, c'est qu'en fait, vous parlez les uns et les autres d'évolution des pratiques, d'une nouvelle conscience de ce patrimoine de sol dont il faut faire quelque chose et qu'il faut bien traiter, enfin même faire aller vers le mieux. Mais au fond, ce ne sont pas toujours les mêmes acteurs et c'est des logiques très différentes. Moi, je sais que pour le coup, vous les avez rassemblés, parce qu'au fond, vous avez été la coordinatrice d'une sorte de GIEC des sols, quand même, presque. Enfin, moi, j'aimerais bien l'appeler comme ça. Vous allez vous en défendre, sans doute. Oui, parce qu'il existe un GIEC des sols, quelque part, qui s'appelle ITPS, International Panel on Soil, ITPS, International ITPS, je suis désolée, je n'ai pas révisé. Mais bref, il existe une structure internationale qui vise à la protection des sols selon un modèle qui est le même que celui de l'IPCC. Néanmoins, c'était viser un consensus scientifique ou en tout cas une mise en commun des savoirs scientifiques, et c'est aussi mettre en commun ces savoirs avec des acteurs et avec des décideurs qui doivent finalement, puisque la question de la hiérarchie des fonctions se pose très vite, la question des usages est parfois la première. Il faut quand même bien asseoir tout le monde autour de la table. Je sais qu'en préparant, vous aviez cette photo de tous ces acteurs concernés. Si en régie, on peut mettre les slides suivantes, j'aimerais que vous nous en disiez un peu quelque chose, parce qu'au fond, il y a peut-être là aussi une clé de cette nouvelle préoccupation collective. Oui, tout à fait. Merci Céline. Un des défis, c'est effectivement de s'accorder entre acteurs, donc s'accorder entre parties prenantes sur ce que les sols sont, sur ce qu'ils font, donc ça c'est leur qualité, puis aussi sur ce qu'ils devraient être ou sur ce qu'ils pourraient être, c'est-à-dire leur trajectoire. Donc on a catégorisé un système d'acteurs en 3 classes. Vous avez en rouge vers le haut les usagers des sols, qui sont sous un jeu de normes sociales et professionnelles. Les usagers, ce sont des agriculteurs, des sylviculteurs, des terrassiers, des jardiniers, des aménageurs. Voilà, ils ont des contraintes qui sont spécifiques et ils ont des objectifs qui leur sont spécifiques. Cultiver, aménager, construire, vous êtes probablement dans cette catégorie d'acteurs. En bas à droite, vous avez un groupe d'acteurs qu'on a qualifié plutôt des experts. Donc les experts, ce sont des scientifiques spécialistes du sol, mais des conseillers agricoles, des conseillers sylvicoles, des enseignants de tout niveau, qui eux sont dans un jeu de normes scientifiques et dont l'objectif c'est d'assurer la validité scientifique des données que l'on évalue, des bases de données que l'on construit, des modèles que l'on utilise. Et puis, sur la gauche en bas, vous avez en gris les décideurs publics qui, eux, sont dans un jeu de normes juridiques. Leur mission, c'est de préserver, enfin j'espère, c'est de préserver, restaurer, assurer la stabilité et la souplesse de l'usage d'indicateurs de qualité des sols et de travailler à des compromis. Ces décideurs, ils s'expriment à différents niveaux, au niveau européen, national, local, c'est aussi transversal, sectoriel, etc. Et donc le jeu, c'est de faire dialoguer ces 3 catégories d'acteurs et, eh bien, si on fait dialoguer ces 3 catégories d'acteurs, on doit imaginer un système de co-conception et de coproduction d'indicateurs. Je vous ai présenté tout à l'heure une liste en vous disant, si vous vous intéressez à la qualité des sols, eh bien, vous pouvez aller piocher dans cette liste-là. En réalité, il serait plus judicieux de co-concevoir un système qui va partager, et c'est ce qui est au centre en bleu, des modes de représentation, des tableaux, des textes, des modes de connaissance qui sont multiples, qui sont de la connaissance experte, qui sont du témoignage, qui sont de la connaissance naturaliste, des modes d'action, qui sont de l'observation, du travail, de la gestion, et puis bien sûr des modes d'interaction. Et donc, est-ce que je peux passer peut-être à la suivante? Je vous montre un exemple. Ah, ben non, mais j'y arrive pas.
Voilà, celle-ci d'abord. Voici cet exemple. Je vous ai dit, voici une liste d'indicateurs de qualité des sols, mais voici en réalité ce qu'il faudrait faire. Il faudrait co-construire conjointement un système d'indication. Donc le système d'indication, c'est la liste des indicateurs, ce pourquoi ils sont faits et comment on les évalue. Et donc sur la gauche, eh bien, vous avez les acteurs qui vont initialement et fondamentalement décrire la finalité de l'évaluation des fonctions des sols ou de la qualité de la santé. Je mets ce point en exergue parce que presque souvent, on ne pose pas cette finalité. Et pourtant, elle est au début, au cœur et à la racine de ce qu'on doit faire. Ce n'est pas la même chose d'évaluer la qualité des sols si je suis un agriculteur ou si je suis un aménageur. De la base de cette finalité, on va déduire ce qu'on appelle, bon, c'est un terme un peu spécifique, l'indicandum, ça veut dire qu'est-ce qu'on veut évaluer. C'est un terme qui veut juste dire qu'est-ce qu'on veut évaluer. Et de ça, on va définir les indicateurs. Donc, vous voyez, les acteurs sont au cœur de la définition de la finalité, et c'est à cette finalité qu'on obéit. Les experts interviennent à des niveaux plus spécifiques sur la précision de l'indicandum et des indicateurs associés. Et puis si on poursuit le schéma vers la droite, eh bien une fois qu'on a fixé ça, il va falloir le mettre en œuvre. Il va nous falloir des données, il va nous falloir un référentiel d'interprétation. Ça veut dire, j'ai des données, mais qu'est-ce qu'elles valent ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir, je ne sais pas, 3 kilos d'azote dans le sol? Et puis ensuite, quand je suis un acteur, je vais devoir communiquer et restituer. Vous voyez, les acteurs sont dans tout le schéma de la finalité de l'évaluation jusqu'à la restitution des valeurs, et les experts interviennent à des niveaux un peu spécifiques sur l'acquisition de l'information, le traitement des données, et puis sur des propositions de restitution d'informations via, par exemple, des méthodes de statistique ou de cartographique ad hoc et bien évaluées. Alors, est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, à la diapositive précédente pour vous quelques exemples qui vont dans la ligne de ce que disaient Benoît et David. Il y a des espoirs d'utilisation de la qualité des sols dans la planification urbaine. Initialement, et c'est ce que vous avez sur la gauche, eh bien, on a classé les sols uniquement sur la base du foncier. Et donc, on invisibilise absolument la qualité des sols, puisque finalement, c'est le cadastre qui domine. Mais on a des exemples encourageants, voire enthousiasmants, d'initiatives locales qui se multiplient et qui s'appuient sur une approche par les fonctions. Quelques exemples ici, à Dijon, où on a sur le territoire du Grand Dijon eh bien, une évaluation de la qualité des sols dans les dimensions de fonctionnement biologique, de biodiversité, de teneur en carbone. Vous avez la mairie de Ris-Orangis extrêmement active dans des propositions d'évaluation de la qualité des sols. Quelques autres exemples, jusqu'à un territoire complet qui est celui de la région Occitanie en bas, où là on a carrément une carte de la multifonctionnalité des sols. Alors, je viens de prononcer le gros mot, diapositive suivante s'il vous plaît. Quand on est un coup après, parce que je les avais mis dans le désordre, désolé, quand on est un jeu d'acteurs, on a des intérêts différents et en réalité on va vouloir s'intéresser à des choses différentes. Donc ce qu'il faut, c'est déjà définir la qualité des sols et ensuite savoir comment les différentes dimensions, les différentes fonctions, on va les associer. Alors, on peut faire pour un sol, c'est le schéma que vous avez à gauche, réaliser ce qu'on appelle un profil fonctionnel. Donc je vais avoir des indicateurs qui vont me donner des dimensions de la régulation de l'eau, de la fourniture en nutriments, du stockage de carbone. Ça vous dessine ce radar qui est un profil fonctionnel et je le propage sur le territoire et vous voyez que sur ce territoire totalement fictif, j'ai des profils fonctionnels différenciés. Et je peux spatialiser cette proposition. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, je peux cumuler mes fonctions. Donc, vous avez cette carte qui est au milieu en haut. J'ai associé toutes les 4 fonctions auxquelles je m'intéresse. Supporter la biodiversité, fournir des nutriments, réguler les contaminants, stocker le carbone. C'est l'exemple qui a été fait, par exemple, dans la région Occitanie ou bien sur la commune d'Aix-Marseille. Et voici ma carte. On voit bien que j'ai une grosse patate verte où les fonctions s'expriment fortement et puis j'ai des espaces où les fonctions s'expriment moins fortement. Et donc, je peux prendre des décisions politiques d'affectation des sols en fonction de cette qualité. Mais les acteurs peuvent avoir des intérêts divergents. Et finalement, associer et sommer brutalement les fonctions peut finalement être de peu d'intérêt. Si je reviens à l'exemple évoqué
par Benoît, qui concerne la pollution, eh bien, il est très probable que la fonction de régulation des contaminants, je veux particulièrement la mettre en exergue. Et donc, je vais la pondérer, et dans cet exemple fictif, 3 fois plus. Et vous voyez cette carte du bas, qui est toujours une carte de la multifonctionnalité des sols, mais dans laquelle j'ai mis en avant une fonction qui était d'intérêt majeur. Voilà quelques illustrations pour attirer votre attention sur, d'une part, la nécessité d'une co-construction et d'une discussion permanente entre acteurs à intérêts divergents, et d'autre part, une mise en accord sur des pondérations qui vont permettre de générer des documents qui seront à l'origine de prises de fonctions qualifiées et concertées. Merci. Merci beaucoup à tous et à Isabelle. Donc là, on voit que, effectivement, d'une part, il y a quand même globalement une qualité des sols qu'on cherche tous à maintenir, mais avec des objectifs différents, d'où l'intérêt de ces outils. Et puis, la décision politique, effectivement, sans elle, rien ne peut se faire. Mais moi, je voudrais donner la parole à vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que certaines personnes ont des questions pour alimenter ce débat? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle, les sols? Rose. Et bonjour, je suis architecte et j'ai, au cours de mes études, fait une étude des sols pollués à Rouen, sur la rive gauche, en 1997. Nous avions proposé sur ce modèle, effectivement, de cartographier sur la rive gauche de Rouen, très industrialisée, de façon très précoce, sur l'appui des sources d'archives. Dès 1810, le Code napoléonien demandait aux acteurs industriels de déclarer leur occupation des sols. Ça nous a permis de tirer une cartographie et de faire un petit laboratoire sur le quartier Saint-Sever de Rouen. Nous avons eu une publication dans Sciences et Vie en 1997 qui a fait un focus sur la ville de Petit-Quevilly, dont le maire était Laurent Fabius. Réaction outragée auprès du doyen de l'université de Rouen. Tout cela pour dire que les choses évoluent. Mais là, je parle de 97, on est en 2024. Où en est-on de la cartographie générale des sols? Nous, on avait fait avec des modèles cadastraux sur un SIG, système d'information géographique, sur le cadastre napoléonien, en le recoupant sur le cadastre actuel, parce qu'il y a eu des destructions pendant la guerre très massive de ce tissu industriel sur Rouen, pendant le débarquement. Et voilà, l'information se perd. Où en est-on? Est-ce qu'on peut parler d'état des lieux? Vous aviez parlé d'état des lieux, mais est-ce qu'on en est là? Effectivement, peut-être pas. Ouais, je vais peut-être répondre sur la partie sol pollué et friche. Donc, effectivement, ça avance. Donc, je le disais, le décret de Barnier de 1993 a vraiment marqué une étape majeure dans la définition de la stratégie et la gestion des sites et sols pollués en France. Donc, on est en 2025, donc ça fait quand même quelques temps, pas non plus une éternité, sachant que la vague de désindustrialisation est passée, a priori, et qu'on s'engage vers une réindustrialisation pour, comme ça ne vous a pas échappé, pour d'autres sujets, notamment la souveraineté. Donc, à ce stade, nous, on a identifié en tout cas 3 types de cartographie, 3 bases de données opérées par des acteurs différents, notamment par le ministère de l'écologie. La première carte ou base de données, ça s'appelle BASIAS, donc BASIAS, qui est la base de données des anciens sites industriels et activités de services, qui date de 1999 et qui continue à être alimentée aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment sur les anciens sites et, je dirais, activités industrielles. Deuxième base de données, toujours, sur les sites et sols pollués. Donc là, c'est la base de données BASOL, BASOL, que vous pouvez consulter aussi publiquement, en lien avec le BRGM d'ailleurs, qui se concentre là sur la partie plutôt sol pollué. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même un enjeu de complexité, parce qu'en France, on l'a dit, je pense, et c'est un constat partagé, il y a une difficulté de mesure actuellement sur l'ensemble des sites et surtout des sols. Donc effectivement, la cartographie est faite, mais peut être imprécise en fonction des régions. Peut-être élément important, BASIAS, c'est vraiment une base de données locale, alors que BASOL s'appréhende plus au niveau
nationale, comme la troisième d'ailleurs, base de données, et je terminerai par là, sur la cartographie, donc qui s'appelle CASSIAS, qui est la carte des anciens sites industriels et activités de services. Donc qui est une carte au niveau national et qui est plutôt déterminée par les activités économiques. Voilà, donc c'est finalement les trois bases de données connues, mais qui ne sont pas forcément homogènes et qui manquent de précision, notamment sur la santé des sols. Alors, du coup, je complète et je vous rassure. Il existe depuis 2000 un groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle SOL, le GIS SOL. Vous pouvez taper GIS SOL, GI2SOL sur Internet, et vous verrez que l'on capitalise l'information sur les sols acquise dans le cadre d'études pédologiques à différentes échelles depuis les années 60. Il existe au niveau national une base de données selon un format harmonisé qui s'appelle DONESOL, DONESOL. Toutes les cartes pédologiques qui ont été réalisées en France dans différents cadres, quelle que soit leur échelle, sont synthétisées dans cette base de données. Et il existe un programme national qui s'appelle le programme IGCS, Inventaire, Gestion et Conservation des sols, qui capitalise l'information sur les sols à différentes échelles. Je vous ai montré dans ma présentation une carte des sols au 250 millième, qui, vous l'avez vu, est quasi complète. Donc sur le territoire français et en accès libre, vous avez cette carte au 250 millième. Vous avez également en accès libre la carte au millionième, mais vous pouvez trouver des cartes plus précises au 50 millième, au 10 millième, voire au 2 millième. Et vous pouvez pour cela consulter sur le site du GIS-SOL une application qui s'appelle Applicasol et qui vous donne, vous tapez une commune ou une région et vous allez avoir le recensement des études pédologiques qui ont été faites dans cette commune ou dans cette région. Ça ne veut pas dire que vous aurez les données, mais vous aurez le propriétaire des données que vous pouvez toujours, bien sûr, consulter. Et puis, vous m'ouvrez la porte, donc j'en profite pour dire que la France possède également un dispositif qui s'appelle le réseau de mesure de la qualité des sols, qui est un système qui maille le territoire à la résolution de 16 sur 16 km. Et puis, tous les 15 ans, je vous l'accorde, c'est pas fréquent, mais tous les 15 ans, on vient mesurer des indicateurs multiples, physiques, chimiques et biologiques de la qualité des sols et on produit une information sur la qualité des sols. De nouveau, vous pouvez trouver ces cartes qui sont, elles, également en accès libre. Et puis, deux petites dernières bases de données, puisque c'est l'idée. Les agriculteurs, lorsqu'ils font faire des analyses de sol dans un laboratoire agréé par le ministère, ces données sont reversées dans une nouvelle base de données qui s'appelle la BDAT, la base de données des analyses de terre. Elle aussi, les informations moyennées au canton sont en accès libre et cette base de données, elle a à peu près 20 millions d'entrées à l'heure actuelle. Et enfin, la petite dernière, pour boucler avec les propos de Benoît, c'est la BDETM, c'est la base de données sur les éléments traces métalliques dans les sols agricoles. Toutes ces données ne sont pas forcément en accès libre, mais par contre, des restitutions moyennées sont tout à fait disponibles. Je vous rassure, la connaissance sur les sols en France est diverse et elle n'est pas perdue, elle est capitalisée dans ces bases. Et je fais un petit coup de pub personnel, c'est l'unité Info et Sol de l'INRAE d'Orléans qui est en charge de cette capitalisation et de cette maintenance. Et on la remercie. Rose, une question. Oui, merci pour vos présentations. Moi, j'ai une question un peu peut-être en deux pans. Isabelle, vous disiez que le sol, il y a du sol semi-vivant. On a vu aussi que c'est un matériau, une mémoire ou un acteur de rafraîchissement urbain. Je voulais peut-être revenir sur la notion de sol inerte et peut-être qu'est-ce que vous, ça a peut-être plus David, ou qu'est-ce que vous opérez comme, est-ce que c'est le sol inerte, est-ce que c'est un sol semi-mort? Je sais qu'on en a un petit peu parlé de cette notion. Ça, c'est ma première pan de question. Puis après, je voulais revenir aussi sur, tu as dit l'expression l'hybridation des lieux. Je trouvais ça intéressant sur peut-être aussi l'hybridation des pratiques. Ça m'a fait penser du coup à la co-construction d'Isabelle et comment est-ce qu'on peut finalement, comment peut-être il y a des exemples concrets qui fait qu'on arrive vraiment à faire des ponts entre les pratiques, entre la dépollution et la renaturation. Est-ce que ça existe? Voilà. Plein de questions au final. Il nous reste 2 minutes 22 pour répondre. Hein, donc Non, inerte, c'est au sens de non pollué et qu'on peut voir également au sens de non pollué.
premièrement, et ensuite à valeur agronomique à caractériser. Peut-être qu'un sol des terres auront une bonne valeur agronomique ou pas, et on devra amender plus ou moins et tout ça. Et le deuxième aspect, c'était sur la co-construction, la régénération et les acteurs il y a des acteurs type faiseurs de terre, il y a des acteurs, notamment en Ile-de-France, je pensais même que c'était intéressant pour ta thèse, mais voilà, où on travaille sur reconstruction de sol et ancrage local et projet de territoire, voilà. C'est un autre pan. Nous, on essaye de l'avoir par un versant un peu plus industriel, en profitant de nos plateformes de recyclage &co, mais voilà, c'est des pans complémentaires d'action. Peut-être moi, je n'emploie pas le terme d'inerte, mais parfois j'entends le terme mort. Et il y a quelques années, on a beaucoup vu, et les médias s'en sont fait l'écho, cette idée que les sols sont morts. J'espère vous avoir convaincu avec ma première diapositive que c'est pas parce qu'on voit pas la vie, c'est pas parce qu'on voit pas que ça grouille de vers de terre que c'est mort. En réalité, les sols ne sont pas morts. Ils sont parfois en mauvaise santé, mais ils sont pas morts. Ça, c'est sûr. Merci. Moi, j'avais une toute dernière question qui vous concerne tous, c'est qu'au fond, il y a urgence à d'abord être informé et donc à avoir une culture des sols. C'est pas encore gagné. Parce qu'au fond, chaque fois que j'en parle à des non-initiés, où les gens redécouvrent cette chose qui est pourtant assez commune, et que sont les sols. Enfin, au fond, c'est pas loin de nous, c'est toujours assez près. Et puis, le fait qu'il faille prendre du temps pour un certain nombre des actions sur le sol, parce que c'est du biologique, et c'est là où on n'est pas mécaniquement... Enfin, on ne peut pas apporter de réponse mécanique. Et le dialogue aussi, ça prend du temps. Alors voilà, est-ce qu'on arrive à ajuster les temporalités? Où est-ce qu'elles s'ajustent? Où est-ce qu'on se parle de ça aujourd'hui? Et quels sont les espoirs? Peut-être je rebondis sur ce qu'a dit David tout à l'heure sur les cours Oasis. Pour moi, l'espoir, il est justement, par exemple, dans les cours Oasis, il est dans l'appréhension et l'appréciation du sol par le sensible dès le plus jeune âge. Et toutes ces cours d'école où, en fait, on a le droit d'être sale, on a le droit de mettre les mains dans la terre. Bon, on évite dans une cour d'en manger un peu, mais il y a des enfants géophages, il faut le respecter aussi. Alors, pas trop en ville, parce que pas trop en ville, il y a un peu trop de toxoplasmose qui traîne, mais voilà, on la touche, on la sent, c'est pas sale, et donc on joue dans le sol, on joue dans la terre, et puis souvent, parfois, pas souvent, mais dans certaines cours Oasis, on a aussi des écoles maternelles notamment qui jardinent. Et ça, c'est une bonne appréciation de la nécessité du sol et aussi de la prise en compte de la temporalité. Parce qu'on plante la graine, mais la tomate, c'est pas tout de suite. Enfin, un plant de tomate, on plante une fleur, on plante une graine, la plante, c'est pas tout de suite. On met un plant de tomate, la tomate, c'est pas tout de suite. Et cette appréciation de la temporalité dès le plus jeune âge, c'est, à mon sens, une voie d'espoir pour sensibiliser au sol. Merci, j'aime bien rester sur cette idée, au fond, parce que dans l'école Oasis que tu fabriques, David, on forme les futurs législateurs, voilà. Et puis, évidemment, des ingénieurs agronomes à foison. Merci beaucoup et merci à tous pour cette...